Donc voilà, Ayot, ça va être à toi, webinaire sur l'Ouzbékistan de Silk Road Explorer. N'hésitez pas, si vous avez des questions en cours de webinaire, vous pouvez ouvrir votre micro, poser votre question directement si votre question concerne le thème abordé par Ayot, et sinon vous pouvez la poser dans le chat et Ayot y répondra à l'issue de son webinaire. Voilà, Ayot, c'est à toi. Bonne présentation. À tout à l'heure. Merci Martin. Bonjour à tout le monde. Je suis ravi de vous accueillir à ce webinaire. Merci beaucoup pour votre intérêt, pour votre attention. Donc là, aujourd'hui, on va parler sur l'Ouzbékistan. L'Ouzbékistan, tout d'abord, on commence par le nom du pays. Ouzbékistan, c'est Ouzbek, c'est le nom du peuple ouzbek. Istan, vous avez entendu dire pas mal, Istan comme Afghanistan, Tadjikistan. Istan, ça veut dire le pays. Ouzbékistan, ça veut dire le pays des Ouzbeks. Le mot ouzbek, ça vient du mot pur turc, ouzbek, ça veut dire seigneur pour soi-même. Donc, comme ça, le mot Ouzbékistan, ça se traduit en français. Donc, tout d'abord, je voudrais vous faire connaissance avec notre planning d'aujourd'hui. Tout d'abord, on va parler un peu. Je vais vous expliquer un petit peu sur notre agence, sur Silk Road Explorer. Après un peu sur l'Ouzbékistan, sur sa situation géographique. Après, on va parler un petit peu sur le climat de l'Ouzbékistan et donc les conditions d'entrée dans le pays, système de visa, système sanitaire actuel, un petit peu. Et après, sur la période, quand est-ce qu'on peut venir en Ouzbékistan, le temps favorable pour venir, la saison, haute saison, basse saison, voilà. Après, on va parler avec vous les incontournables de l'Ouzbékistan. Ce sont des grandes villes, des belles villes et d'autres curiosités de l'Ouzbékistan. Par ville, on va voir avec vous. Après, un peu, on va sortir hors du sentier battu. Donc, je vous raconte un petit peu quelques itinéraires hors du sentier battu. Après, on vous partage avec vous nos coups de cœur que nous trouverons qu'il faut absolument voir quand on vient en Ouzbékistan, seulement certains visites et certaines choses qu'il faut absolument faire quand on vient en Ouzbékistan. Et la suite, on va parler un petit peu sur les vols, comment venir, comment est-ce qu'on peut se rendre en Ouzbékistan, sur les vols, etc. Après, sur le transport, on va continuer sur le transport train, transport terrestre, donc tout. Après, on va parler un peu sur les hôtels, différentes catégories d'hôtels et finalement, on partage avec vous nos contacts. Donc, ça c'est bref ce qu'on va voir. On n'a pas beaucoup de temps, donc j'essaie de être précis et bref parce que quand même une heure même parler sur l'Ouzbékistan, c'est un peu très peu pour moi. Si vous avez des questions, s'il vous plaît, et merci de m'aider avec vos questions. Si quelque chose ou bien quelques sujets qui vous intéressent, que je n'ai pas touché, ou bien certains détails qui vous intéressent, que j'ai passé à côté, merci de poser des questions pendant le webinaire. On va préciser, on va discuter sur soit par chat, et je demande à Martin de suivre le chat pendant que je fais présentation. S'il y a des questions directes, vous pouvez me poser sans problème. Bon, c'est parti. Silk Road Explorer, c'est une agence fondée en 2017 par une équipe professionnelle qui ont une expérience, plus de 10 ans d'expérience, fondateur de notre agence, c'est Nouridine. Voilà, lui, sur cette photo, on peut le voir, il est assis. Si vous voyez, je ne sais pas, une indication rouge, ça c'est notre fondateur qui a créé cette agence.
On se connaissait déjà depuis les années à l'université. Après, il m'a proposé de travailler ensemble. Et depuis cette époque-là, donc depuis ce moment-là, nous, on travaille ensemble. À côté de lui, c'est Hassan, notre ami, collègue. Mon collègue, il est responsable et spécialiste plutôt pour pour le trekking, pour les randonnées. C'est lui qui est organisateur de tout ça. Après, à côté, nous avons un de nos guides. Il s'appelle Fourkat, un guide francophone. On est ici, tout le monde est francophone. On est une agence francophone, 100% francophone, on peut dire. Et moi, à côté, il nous manque ici nos autres collègues. Nous avons notamment un collègue Mirayom qui s'occupe des réservations et Dilia, Madame Dilia qui s'occupe de comptabilité. Bon, maintenant, un peu sur la situation géographique de l'Ouzbékistan. Ici, on voit sur la carte l'Asie centrale politique. Et vous pouvez voir 5 pays istans qui sont mis en valeur. Et en milieu, vous pouvez voir l'Ouzbékistan. Donc, c'est le seul pays qui est entouré par les pays istans. On se trouve le cœur de l'Asie centrale. Ici, vous pouvez voir la carte de l'Ouzbékistan. Donc, il est un peu étendu de l'ouest vers l'est, total 1400 km. Et puis, à largeur du sud au nord, environ 640 km de large. Superficie de l'Ouzbékistan, il fait 448 000 km², un peu plus petit que la France. Sur la carte, vous pouvez voir des grandes villes, les villes touristiques comme Khiva, la ville Khiva, Bukhara, Samarkand et bien sûr Tashkent. Ce sont des villes importantes, des villes incontournables de l'Ouzbékistan. Après, on va faire notre connaissance avec cette région-là. On parlera un petit peu dans le partie hors des sentiers battus. Il parle de Noukous, Moynak. Sud de l'Ouzbékistan aussi intéressant. On en parlera aussi hors des sentiers battus. Et cette région aussi sera, on va discutera plus tard. Et bien sûr, la vallée de Fergana, cette partie-là, on en discutera plus tard aussi. Bon, on continue. Donc là, règlement, donc les conditions d'entrée en Ouzbékistan. Donc, pour l'instant, donc là, situation sanitaire de l'Ouzbékistan déjà stable. Donc, il n'y a pas beaucoup d'infectés, il n'y a pas beaucoup de malades de Covid. C'est pour cela qu'on n'a pas de restrictions. Toutes les restrictions sanitaires liées avec Covid, c'est supprimé. Les citoyens peuvent venir, les voyageurs peuvent venir chez nous sans pas besoin, pour venir, pas besoin de visa, oui, et pas besoin de test PCR, ni besoin de présenter son passe sanitaire. Avec passeport, ils peuvent venir. Sur cette carte, on voit donc des pays qui sont présentés, qui peuvent venir à l'Ouzbékistan sans visa. Donc, nous avons un régime de sans visa pour plusieurs pays. La couleur verte foncé, c'est le territoire qui peut venir chez nous jusqu'à 3 mois. C'est ex-pays de l'Union soviétique. Donc, les pays en couleur vert clair, notamment c'est l'Union européenne. Donc, pour les ressortissants de l'Union européenne, donc, il y a un régime de sans visa pour 30 jours. Ils peuvent se rendre en Ouzbékistan sans problème. Donc, le climat en Ouzbékistan. Le climat en Ouzbékistan est continental à haut contraste. Il fait très chaud et très, très froid. Ici, sur le schéma, vous pouvez voir en blanc et rouge, c'est présenté. C'est donc le climat maximum pour toute l'année. Janvier, février, donc en bas, vous pouvez voir les mois. Selon les mois, c'est monté. Comme vous voyez, c'est au mois de juillet, c'est la période plus chaude. Et janvier, donc l'hiver, c'est la période très froide. Voilà, vous avez une ligne bleue qui nous indique donc plutôt le climat minimum dans l'année.
Climat dans les villes peut descendre jusqu'à -5 en hiver, -5, -7. Mais ce n'est pas 3 mois d'hiver, mais quand il neige dans la nuit, la température peut baisser pas mal. Mais dans les déserts, par exemple, ça peut être encore beaucoup plus loin. Mais dans le désert, en plein désert, pour l'hiver, on n'y va pas. Donc, c'est seulement des villes qui sont présentées sur, sur ce schéma. Plus chaude, c'est au mois de juillet. Ça peut monter dans la journée à l'ombre, 45. Au soleil, ça peut être encore plus. C'est la période plus chaude de l'année, c'est le mois de juillet. Alors, cette ligne jaune nous présente donc précipitations annuelles, c'est par mois, donc c'est la période où il pleut beaucoup, c'est au mois de mars. Comme vous voyez, l'été commence, donc l'été c'est sec, chaud et sec, et l'hiver c'est froid et humide plutôt. Il neige chez nous, donc ça dépend des régions, des fois. Il peut neiger pas mal, mais vers le désert, il neige moins et la neige ne reste pas longtemps. Donc, quand il neige, bien sûr, la température baisse pas mal. Donc, selon le climat, on a fait un petit. Donc, je vais pour vous montrer quelle période est plus favorable. Ce qui est rouge, c'est la période froide. Donc, on peut venir visiter l'Ouzbékistan, les villes, certaines villes, les grandes villes, mais pas partout. On ne peut pas aller, mais pas partout. Donc, parce qu'il fait froid, c'est pour cela. L'hiver, plutôt janvier, février, décembre, c'est indiqué en rouge. Mars, novembre, juillet, c'est la période qu'on peut venir. Il fait donc le temps fait, ça commence à faire bon. Par exemple, au mois de mars, il pleut beaucoup, mais à partir de mi-mars, c'est déjà, on peut compter comme la haute saison touristique. Novembre, ça commence à faire froid, mais il neige pas encore. Il y a encore certains beaux jours jusqu'à mi-novembre, donc on peut venir aussi. Et juillet, c'est la période, comme j'ai dit, très chaud. Mais pendant la période chaude aussi, les touristes viennent chez nous. Memphis c'est jaune. Donc, les visites, on fait pendant la période un peu frais de la journée. Donc, ça veut dire dans la matinée et dans l'après-midi. Et midi, on fait une sieste, des fois après le déjeuner de 14 heures jusqu'à 16 heures, 17 heures, on fait pause, après on recommence. Et nous avons des horaires des musées sont modifiés pour cette période-là. Donc, les musées restent ouverts par exemple, à Kiev, ça peut rester ouvert jusqu'à 21 heures le soir. Bon, juin, août, vous avez deux couleurs plutôt vert, jaune-vert. Donc, c'est la période où la chaleur commence, mais c'est encore qu'on peut visiter. Donc, dans la journée, s'il fait un peu chaud, les soirs, c'est plutôt plus agréable. Et la période, vraiment la haute saison, ou la période favorable, c'est 4 mois de l'année, avril, mai, septembre, octobre. C'est considéré comme meilleure saison pour venir visiter dans l'Ouzbékistan. Donc, à cette époque-là, il y a beaucoup de touristes. Donc, il faut réserver d'avance si on veut venir pendant ces 4 mois. Si vous n'avez pas de questions sur le temps, sur le climat de l'Ouzbékistan, on peut continuer. Un peu l'histoire de la région, un peu la route de la soie, c'est présenté sur cette carte. On voit l'itinéraire principal de la route de la soie, mais quand même l'Ouzbékistan est grand carrefour de la route de la soie. Samarkand, Bukhara, deux grandes villes qui se trouvent sur le nœud de la route, sur la route de la soie, un grand carrefour. C'est pour cela que ces deux villes sont très célèbres. Voilà, vous pouvez voir leur situation géographique qui les permet d'être
de prendre l'importance sur la route de la soie. Donc, la suite, je voudrais vous parler un petit peu sur les savants encyclopédiques de l'Ouzbékistan. Pas mal d'Européens connaissent ces personnages-là. Par exemple, Abu Ali ibn Sina, vous le connaissez sous le nom Avicenne, ou bien Al-Khwarizmi, vous le connaissez sous le nom Algorithmus. Al-Farghani, Al-Fraganus. Donc, ce sont des grands savants encyclopédiques. Par exemple, Avicenne, c'est un grand médecin, est né à côté de Bukhara. Il était né sur le territoire de l'Ouzbékistan actuel. C'est on peut dire, héros national. Al-Khwarizmi aussi, c'est un grand mathématicien, l'auteur de Al-Jabr al-Muqabala, d'où vient le nom de matière algèbre, donc aussi est né en Ouzbékistan. Et d'autres savants, donc Imam al-Bukhari, Imam Tirmizi, ce sont des savants musulmans. C'est plutôt, si vous avez des clients musulmans, vous pouvez présenter l'Ouzbékistan comme pays natal de al-Bukhari ou bien al-Tirmizi. Ce sont des grands recueilleurs de hadiths. Ils sont très, très connus dans le monde musulman. Bon, on peut passer sur les villes. Donc, l'Ouzbékistan, riche en culture, donc l'architecture, les monuments, il y en a donc plus de 7000 monuments en Ouzbékistan. Nous avons 4 villes classées au l'UNESCO comme patrimoine mondial. C'est Samarcande, sous le nom de au carrefour des cultures, la vieille ville de Bukhara et Khiva, classées aussi à l'UNESCO, Chakri-Sabz aussi, ces 4 villes classées par l'UNESCO. On va faire notre connaissance avec toutes les villes, toutes les étapes, l'une après l'autre. Donc, on commence par la capitale Tashkent. Tashkent se trouve plutôt à l'est du pays. Donc, à Tashkent habite 3 millions d'habitants. C'est l'importance non seulement de l'Ouzbékistan, mais de toute l'Asie centrale aussi. Officiellement 3000 habitants, mais non officiel, c'est encore plus parce qu'il il y a beaucoup d'économies à Tashkent, comme la capitale. Donc, des régions, les gens viennent travailler sur Tashkent. Donc, la ville aussi, elle est très, très grande. Actuellement, la superficie de la ville dépasse 400 km² de territoire. Ici, sur la photo, on peut voir complexe historique de Tashkent. Nous avons 2 minarets et grandes mosquées récents, mais derrière, vous avez des monuments datant du 16e, 19e siècle. Donc, pour Tashkent, quand venir à Tashkent, on peut venir toute l'année. Donc, l'hiver, l'été. Et donc, on vous conseille de venir. On peut rester jusqu'à 3 jours et 2 nuits à Tashkent. On peut visiter non seulement la partie ancienne, aussi on peut visiter la partie moderne qui est intéressante. Les grandes places comme la place de l'Indépendance. Donc, il y a pas mal de choses à faire à Tashkent. Donc, nous, on commence la partie la plus connue, la ville plus connue de l'Ouzbékistan, c'est Samarcande. La ville Samarcande, on l'appelle Rome de l'Orient, parce que Samarcande, au XIVe siècle, c'était la capitale d'un grand empire, l'empire de Tamerlan. Donc, le territoire de l'empire atteignait jusqu'à l'Égypte, le nord de l'Inde, donc Caucase, Sibérie, immense territoire, était dirigé depuis Samarcande. Pas mal de monuments de Samarcande datant de cette époque. Donc, vraiment l'architecture, belle architecture, d'une riche décoration, des monuments, la richesse, tout. Ça témoigne de cette époque prospère et verdoyante de Samarcande. Et sur la photo, on peut voir vestiges d'un observatoire datant du 15e siècle. Et nous avons le tombeau de Tamerlan, donc les grands souverains. Et en bas, fameuse place Régistan, la place
C'est, on peut dire, Taj Mahal de l'Ouzbékistan. La carte de visite de l'Ouzbékistan, c'est la place Régistan éclairée, on peut voir. Donc, pour Samarcande, nous conseillons de venir à n'importe quelle période de l'année. Et pour visiter Samarcande, donc nous proposons de 3 jours. Donc, c'est bien pour visiter tranquille Samarcande avec 2 nuits. Et le troisième jour, vers le soir, on peut prendre le train TGV, par exemple, pour partir soit à Bukhara, une autre destination, ou soit Tashkent, une autre ville. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut voir donc Samarcande? Des beaux monuments. Voilà, vous avez une belle architecture, une riche décoration en doré de la mosquée Tillakari, 17e siècle, qui est pas mal restaurée, bien sûr. Et nous avons peinture murale de la fin du 7e siècle d'un très beau musée archéologique Afrasiab. Ce sont les originales restaurées. D'ailleurs, c'était une, un projet, une mission mixte avec les Français, spécialistes français, pour restaurer ces peintures murales qui est exposée au musée Afrasiab, archéologique Afrasiab. Nous avons ici un autre monument très connu de Samarkand, c'est la nécropole Shahizinda. Vous pouvez voir ici au total 44 monuments, une bonne la moitié qu'on peut encore visiter. Et dernière photo, nous avons un très beau spectacle à Samarkand, spectacle Elmer aussi, qui présente un peu les costumes des nobles de différentes époques. C'est comme l'histoire des costumes nobles, on peut dire. Ça commence de l'époque Sogdiens, ce sont les premiers habitants de Samarkand, 8e siècle avant Jésus-Christ, jusqu'à 19e siècle. Là, sur la photo, on voit la période témouride. La ville Chakri Sabz, une ville qui se trouve 80 km du sud de Samarkand, une petite ville actuelle, mais c'était le pays natal de Tamerlan, donc il y a des monuments encore, des vestiges des monuments grandioses de l'époque témouride. Certains on peut visiter, mais la ville seulement, toute l'année on peut visiter, mais pour une journée, très souvent, nous faisons une journée d'excursion pour la ville. On part de Samarkand, on visite et on revient sur Samarkand le soir. Ou bien on passe entre Bukhara et Samarkand, on passe par Chakri Sabz. Ça aussi, on peut voir. Donc, pas besoin de loger. Visite 2 heures, 3 heures de visite de la ville. C'est suffisant. Bukhara, une des plus belles villes et deuxième destination touristique de l'Ouzbékistan, c'est la ville Bukhara. Bukhara se trouve, on peut dire, au milieu de l'Ouzbékistan, à 450 km, 300, à peu près 300 km de Samarkand, 450 km de Khiva, la ville encore plus à l'ouest, et depuis Tashkent, 560 km. La ville, la partie ancienne de la ville, bien conservée. Voilà, sur la photo, on voit un minaret datant du XIIe siècle avec une mosquée Kalon à capacité jusqu'à 20 000 fidèles à la fois. Date du XVIe siècle et qui est restaurée. Et la photo en bas, on peut voir la citadelle des émirs de Bukhara, superficie duquel c'est 4 hectares de territoire. Seulement 20% est conservé, mais quand même, ce qui est conservé, c'est quand même étonnant. Qu'est-ce qu'on peut, donc, quand partir pour Bukhara, on peut venir à n'importe quel moment de l'année. Et nous conseillons de rester ici, un minimum 2 jours ici. Une journée pour visiter les essentiels de la vieille ville et donc une journée pour visiter les environs de Bukhara. Pourquoi 3 nuits? Parce que quand même, comme se trouve au milieu, donc on vient soit du côté de Samarkand, soit du côté de Khiva. Le jour d'arrivée, donc plutôt, on passe première nuit, c'est pour cela c'est marqué ici 3 nuits. Qu'est-ce qu'on peut voir à Bukhara? Donc on peut voir des beaux monuments et à part ça, on peut voir des belles artisanats. Bukhara, c'est un grand centre d'artisanat. On peut voir broderie en fil d'or, ce que vous voyez ici, la dame qui est en train de broder. Broderie en fil de soie, tapisserie, on peut voir coutellerie,
Les miniatures, ce sont des peintures orientales. On peut voir l'atelier des marionnettes. Voilà, il y a pas mal d'artisanat se trouve à Bukhara. Et c'est sur les plusieurs guides, on conseille de faire, par exemple, des achats pour le touriste, spécialement à Bukhara, parce que c'est quand même très réputé, l'artisanat de Bukhara. À part ça, on peut voir un concert folklorique, c'est plutôt euh, des danses et chants classiques ouzbeks de différentes régions. Donc, dans la cour d'une belle madrasa du XVIIe siècle, voilà, sur la photo, on peut voir. Et ce qui est intéressant aussi, il y a une synagogue juive se trouve à Bukhara. Il y a une communauté juive qui habite à Bukhara. C'est une ancienne communauté qui a depuis plusieurs siècles, ils habitent ici. Voilà, 19e siècle, leur quartier occupé par 3000 juifs. Leur synagogue, la base de leur synagogue date du XVIIe siècle. Les synagogues sur la photo qu'on voit, qui se trouve actuellement, date du 19e siècle. Il y a encore des juifs, mais ils sont beaucoup plus moins actuellement parce qu'ils sont beaucoup partis à l'étranger. Il y a quand même une communauté, environ 200 juifs habitent à Bukhara. Bon, étape suivante, c'est la ville Kiva. La ville Kiva se trouve plutôt à l'ouest du pays. Une ville musée, on peut dire, musée en plein air. C'est comme 100e musée en plein air reconnu par l'UNESCO. 1990, c'est la première ville de l'Ouzbékistan qui était classée comme patrimoine mondial de l'UNESCO. Ici, on voit un minaret inachevé, date du 19e siècle, et notre minaret, le plus beau minaret de Kiva, date de le début du 20e siècle. La ville, par rapport à Bukhara ou bien Samarkand, la ville est assez jeune à cause des guerres. La ville était plusieurs fois détruite. Dernière fois, c'était détruite au 18e siècle. Après, ça s'est reconstruit. Donc, les monuments, essentiellement, datent du 19e siècle. Kiva aussi, on peut y aller même en hiver, mais il fait un peu froid ici à Kiva en hiver. Mais quand même, comme on est dans la ville, on peut visiter. Il y a moins de touristes en hiver à Kiva, mais bon, il y a les gens quand même viennent visiter. 2 jours, une nuit, deux fois 2 jours et 2 nuits qu'on peut rester à Kiva pour visiter la ville. C'est largement suffisant pour visiter. Et après, pour partir vers Bukhara, on peut prendre le train ou bien selon la possibilité, l'avion, mais l'avion, c'est pas toujours seulement la haute saison et il n'y a qu'une fois par semaine. Pendant la haute saison, on organise. Autrement, le seul moyen, c'est le train. Donc, sur les trains, on en parlera encore. Vous allez voir. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire à Kiva? Donc, nous avons des bons monuments à Kiva. Vous avez le harem du palais qui est présenté sur la photo et photo panoramique de la ville. Vous pouvez voir ici les remparts de la ville de Kiva qui est bien conservé. Donc, les remparts, l'encore des remparts, c'est 2200 mètres. Au milieu, c'est la ville intérieure, ou bien la ville principale de Kiva se trouve à l'époque. Il y avait deuxième rempart aussi, qui était 6250 mètres de longue, qui entourait encore la ville extérieure qui se trouvait actuellement. Cette ville est partiellement conservée. Sculpture sur bois, c'est une artisanat très, très développée de Kiva. Les motifs, voilà, il y a une mosquée avec 213 colonnes en bois sculptées comme ça, et l'âge de colonnes de 1000 ans jusqu'à seulement 2-3 ans. Donc, il y a fort d'écart comme ça, 10 siècles d'écart entre certaines colonnes. Actuellement aussi, sculpture sur bois, c'est beaucoup développé. Il y a beaucoup d'artisans qui s'occupent de sculpture sur bois. Ce qu'on peut visiter aussi, ce qu'on peut voir aussi. Nous avons, donc, dernière photo, c'est qui va quand même, Khorezm, la région, c'est une région administrative de l'Ouzbékistan, Khorezm, où se trouve la ville Kiva. Les chants traditionnels, folkloriques, des danses de cette région, c'est particulier du reste du pays.
Ici, sur la photo, on voit les femmes chanteuses. On l'appelle Khalfa, qui est en train de chanter des chansons populaires et folkloriques de la ville de Kivan, de la région de Khorezm. Ici, maintenant, on commence à passer à l'extrême l'est du pays. C'est donc la ville Tashkent, voilà la capitale, et l'est de la ville de la capitale, nous avons cette vallée qui est en rouge, c'est le territoire de l'Ouzbékistan, la vallée de Fergana. Ici, il y a des villes comme Kokand, Rishtan, Margilan, Chust. Ce sont quatre villes touristiques. Et à part cela, il y a Fergana, il y a Andijan, les autres villes aussi, bien sûr. Mais du point de vue touristique, ces quatre villes sont très réputées. Donc, on peut venir dans la vallée de Fergana aussi n'importe quelle période de l'année et on vous propose ici de passer jusqu'à 3 jours. Entre des villes, c'est pas loin, donc 60 km, 70, 100 km maximum. Et les routes sont en bon état, donc c'est pas fatigant de faire voilà, pendant 3 jours ces quatre villes. Voilà ce qu'on peut voir dans la vallée de Fergana. Nous avons, première photo, c'est Kokand. Kokand, c'était l'ancienne capitale d'un canal jusqu'à 1876 et c'est le palais des Khan de, de, de Kokand. Donc ici, on voit le palais. Après, c'est la ville Margilan où il y a beaucoup de soirées. Margilan, c'est très réputé par ses soies. Ville de soie, on l'appelle chez nous, Margilan. Ce qu'on peut voir. Donc ici, à Margilan, on peut voir toutes les étapes de savoir-faire de fabrication de soie, du cocon jusqu'à tissu, toutes les étapes, vous pouvez voir. Ici, on voit cette fille qui est en train de tisser une tissu euh, style, donc méthode, technologie, Aberband, on dit chez nous, ou bien système ICAT, donc sous le nom ICAT, connu dans le monde. Donc le fil est coloré avant, tissé, préparé, une préparation spéciale pour cela. Donc, ce que nous proposons à nos clients de voir toutes les étapes par étape, comment on fait des motifs comme ça, bariolés. Donc, troisième ville, c'est ville Rishtan, ville de la céramique. Rishtan, c'est très réputé par sa céramique, finesse de la céramique, couleur bleue, vive couleur qu'ils utilisent pour décorer leur céramique. Une ville où il y a, on peut dire, quelques dizaines de potiers habitent. Ils fournissent tout l'Ouzbékistan avec leur céramique. On peut trouver leur céramique un peu dans toutes les villes touristiques qui viennent de cette région. Donc, ce que nous proposons, visiter un des célèbres potiers de cette région pour voir leur travail et on organise aussi une masterclass avec l'artisan. Quatrième, c'est Chust, la ville Chust, qui est très réputée par ses couteaux de Chust très réputés. Voilà, sur la photo, on peut voir des couteaux qu'on utilise pour faire la cuisine, pour autres besoins. Et cette région de Chust est très réputée pour ses calottes aussi. Donc voilà, c'était donc la vallée de Fergana. Maintenant, on passe pour l'extrême l'ouest du pays, là où vous pouvez voir la mer d'Aral qui est asséchée. Là, c'est quand il était encore plein, en 1960, il était comme ça. À présent, il y a moins d'eau. Il y a la ville Moïnak ici qui était export. Actuellement, c'est une lieu de touristique. Vous allez voir photo de Venise, cimetière des bateaux. Et là, c'est Noukous, la ville Noukous, c'est centre administratif de cette république autonome. C'est une république, il a un statut autonome qui fait partie de l'Ouzbékistan, donc ici, c'est partie du pays. Donc, l'extrême ouest. Donc, par là, vous avez la mer Caspienne, c'est par là, donc voilà, pour vous orienter mieux. Mizarkan, c'est une nécropole qui se trouve dans le vin de Noukous, qui est aussi intéressant à visiter. Ayaskala, Toprakala, ce sont des forteresses en pleine steppe, désert abandonné, et la ville Kiva. Ici, itinéraire habituel qui est dessiné ici entre Noukous, donc jusqu'à là.
Donc, pour venir ici, on prend l'avion depuis Tashkent ou bien le train jusqu'à Nukos. D'ici, Moïnak, une journée. Et deuxième journée, visiter des forteresses et venir à Kiva. Donc, mars et novembre, c'est la période que nous proposons d'y aller. Après, c'est froid. Pour faire des forteresses, tout ça, aller au Moïnak, il fait un peu froid. 2 jours suffisant, largement suffisant pour visiter tout, hein. Ce qu'on peut voir à Karagal, Pakistan, vous avez donc voilà Moïnak, qui est devenu cimetière des bateaux. Voilà, comme ça, en plein désert, on peut voir des bateaux abandonnés. C'est une scène catastrophique. Mais ça peut intéresser aussi des touristes. Il y a des demandes, les touristes viennent exprès voir. Nous faisons aussi une expédition depuis une course jusqu'à l'eau aussi, là, la partie où il y a encore de l'eau. Mais ça, c'est encore 2 jours ça, c'est plutôt une expédition parce qu'on part en 4x4, une partie du trajet, on traverse sur Exmer, mais c'est un peu fatigant pour 2 jours. Il y a un camp de yourte non loin de l'eau. On passe une nuit, après, le lendemain, on retourne. Donc, il y a des expéditions comme ça aussi, on organise. Donc là, ce qu'on peut voir, donc, on a parlé de Moïnak. Et ça, c'est la nécropole Muzarkhan, dans le de Nukous, donc un cimetière qui était à l'époque une ville, qui est devenue après cimetière. La date de la ville, c'est 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. Après, une cimetière actuellement aussi à l'enterrement continue. Il y a certes quelques monuments ici, date du 16e siècle, qu'on peut visiter. Là, on voit un musée, très beau musée Savetsky, qui se trouve à Nukous. Ce musée, il est deuxième musée selon sa collection des tableaux avant-garde russes, après l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. C'est le musée le plus visité de l'Ouzbékistan, c'est musée Savetsky. On l'appelle le Louvre des steppes. C'est un journal français. Il lui a donné un nom comme ça. Et là, ça c'est une des forteresses, comme j'ai dit, Kala, Tupra Kala. Ça c'est Ayas Kala sur la photo, on voit, qui se trouve en pleine steppe, en plein désert. Donc là, on passe hors de sentier battu. Donc ça c'est bon, ici sur la carte, c'est présenté 3 destinations pour cela. Donc première, c'est entre Bukhara et Samarkand, on passe vers le nord, on passe par le nord. Il y a un lac à Aydarkoul, un camp de yourtes, et il y a un village à Ouhoum, Ashraf se trouve ici, dans les montagnes de Nourata. Donc, et, euh, donc ici, ça c'est première, l'itinéraire pour ceux qui veulent hors du sentier battu. Deuxième itinéraire, depuis Samarkand jusqu'à Termez, extrême sud, jusqu'à la frontière avec l'Afghanistan. Ça c'est deuxième itinéraire. Nous organisons aussi des circuits dans cette partie avec les randonnées, visite des villes, sud de l'Ouzbékistan. C'est pour cela c'est marqué avec une jaune. Et troisième, c'est cette partie. Nous, on explore aussi à côté de Tashkent, de la capitale, il y a les montagnes, là où nous organisons quelques jours de randonnée. Donc là, c'est avec tous ces itinéraires des sentiers battus, on va faire notre connaissance en bref. Donc, c'est parti, c'est plutôt à côté de Tashkent, donc les randonnées dans l'ouest de Tian Shan. On peut voir ici un peu le paysage. Il y a donc il y a un barrage autour duquel on peut organiser des randonnées. Donc ici, avril, octobre, donc ni avant ni après, parce qu'après, il fait froid. Donc l'altitude, plus de 1500 mètres d'altitude, ça peut monter jusqu'à 3000. Donc pas très haute, mais des fois c'est raide monter, des fois ça dépend des demandes des clients. Dénivelé, on peut organiser plus facile ou bien plus compliqué. Donc les randonnées ici, une journée d'excursion jusqu'à 7 jours randonnée, on peut organiser bien sûr avec la nuit sous la tente jusqu'à 5 nuits.
même un peu plus aussi, on peut organiser ici. Donc, maintenant, entre Bukhara et Samarkand, ce que je vous ai montré le nord, là où il y avait le lac, donc désert. Donc, dans le désert, ici, la période avril-octobre, après c'est un peu froid, et 2 jours et 2 nuits. Donc, il y a une camp de yurt dans lequel, camp de yurt, c'est plutôt camp de yurt touristique. Camp de yurt, il y a des lits dans la yourte, mais il y a une bloc sanitaire commune à l'extérieur. Il y a l'électricité et les soirs, on organise un petit concert autour du feu. Ça, c'est très agréable. Et voir le coucher du soleil, faire donc un petit rando autour du camp de yurte à chameau, voir les bergers, se baigner au lac si c'est le climat se permet. Donc ça, nous on organise ça entre Bucarest et Samarcande parce que comme ça, après les gens, 2 jours, ils peuvent rafraîchir leur mémoire avant de recommencer encore les monuments, l'architecture. Après, il y a des villages non loin, c'est 2 heures de route depuis Camp de Yurt. Il y a un village Ouhoum, Achaf. Il y a d'autres villages aussi dans le coin. Nous, on explorons et ici ce qu'on peut organiser, les trekking, les randonnées faciles. Deuxième activité, c'est immersion. Donc, on peut participer au quotidien des habitants. Ici, par exemple, la préparation du pain, des galettes, voilà, sur la photo, on peut voir. Les galettes, on fait cuire collées contre paroi du four qui est chauffé. Là, ici, une photo de notre guide qui est en train de préparer le plat à Palof. Donc, c'est une donc, on organise donc participation à la préparation des plats, des repas. Palof, le fameux plat Palof qu'on est en train de préparer. On peut faire d'autres plats aussi, comme ça. Ça sera aussi une activité intéressante pour les touristes. Donc, avril, octobre, c'est la bonne période pour y aller et on peut organiser là-bas jusqu'à une journée et une nuit jusqu'à 4 à 5 jours. Donc, on peut organiser. Donc, il y a plusieurs villages. Comme il y a plusieurs villages, on peut traverser chaque fois des collines, des montagnes, des crêtes pour passer d'un village à l'autre. Et les bagages, c'est dans la voiture qui suit chaque fois le groupe. Voilà. Sud de l'Ouzbékistan, Doklas, maintenant, ce qui était marqué sur la carte en jaune depuis Samarkand jusqu'au sud. C'est après la ville Chakri-Sabz, la ville natale de Tamerlan. Nous avons les 2 premières photos dans la partie haute. Vous pouvez voir la ville Termez, extrême sud de l'Ouzbékistan, qui n'est pas loin avec la frontière afghane. Situation est stable à présent, sans problème. La ville est calme. La frontière est bien protégée. Ici, on peut voir une monastère bouddhiste Faya-Stepa qui est un peu entretenu. Date du 1er et 4e siècle, quand le bouddhisme était religion d'État à ce moment-là, sous l'Empire Kushan. Donc, il y a beaucoup de pèlerins bouddhistes de la Chine, du Japon viennent visiter ici parce que le bouddhisme qui est commencé en Inde, qui est apparu en Inde, par la route de la soie, il est monté jusqu'à l'Asie centrale et d'ici est parti jusqu'à la Chine et du Japon, jusqu'au Japon. Donc, c'est pour cela il vient en pèlerinage pour visiter cette ville. Et la deuxième aussi, c'est un monument qui se trouve aussi à Termez, la ville, vestige d'une forteresse Kirgiz Kala qui est présentée sur la photo. Après, dans la région des villages entre donc Chakri-Sabz, entre Samarkand et Termez, vous pouvez voir des villages avec des belles vues. Vous pouvez voir certains passages très jolis avec des montagnes. Il y a pas mal de chutes d'eau. Dans ces petits villages-là, nous organisons aussi des randonnées. Donc ici,
avril-octobre. Mais l'été, c'est un peu chaud, au mois de juillet, au mois de juillet aussi. On déconseille d'y aller. Et après, on peut toujours y aller, sans problème. Donc, Termez, la ville Termez elle-même, ça c'est visite, une journée de visite et c'est tout. Mais du coup, si on veut un peu marcher dans la région, organiser des randonnées, donc jusqu'à 4 à 5 jours, on peut organiser un circuit. Nos coups de cœur, il y a plusieurs coups de cœur, on a réfléchi un petit peu ce qu'on peut partager avec vous. Voilà, ça c'est coucher du soleil dans le désert Kizil Kouma. Chez nous, il y a les longues étendues des déserts, donc une longue horizon, et lever et coucher du soleil sont très beaux. Et le ciel, il est très clair, les soirs, on peut voir des belles étoiles. Chaque fois, ça impressionne nos clients de voir coucher du soleil et lever du soleil quand on va au camp de yourte. Voilà, c'est pour cela qu'on voudrait partager avec vous cette photo. Alors, les monuments Bukhara, Samarcande, éclairés, ça aussi, il faut absolument voir. Les monuments sont merveilleusement éclairés, même à Kiva. Donc, balade nocturne, c'est surprenant. On peut faire des belles photos aussi, surtout voilà, à Samarkand, sur cette place-là, la fameuse place Régistan. Donc, le soir, il y a une musique au fond et puis ça change des couleurs. C'est très, très joli. Dans cette place, on organise aussi un spectacle 3D dimension, mais ça, c'est pas toujours. C'est pour les grandes occasions. Et voilà, encore une fois, le désert. Ça, c'est le camp de yourte dans lequel, autour du feu, voilà, une concert d'un chanteur kazakh. Voilà, il est avec son instrument qui est en train de chanter. Et vous avez le ciel avec plein d'étoiles. Ça, c'est vraiment quelque chose. Bien sûr, une autre coup de cœur que les touristes apprécient toujours, c'est l'hospitalité ouzbek. Chez nous, on dit, même si le rossignol de la Mecque qui a goûté un grain du pays, il reviendra un jour pour regoûter l'hospitalité locale. Ici, pour les Ouzbeks, donc une invitée, c'est une personnalité la plus importante de la maison. Soit ça c'est un touriste, soit ça c'est quelqu'un du pays. Toujours il est invité avec du thé, avec des sucreries qu'on voit sur ce plateau. Et bien sûr, la richesse, grande richesse de l'Ouzbékistan, c'est son peuple hospitalier et accueillant, toujours souriant, toujours curieux, vient voir, toujours ouvert, vient voir les touristes pour discuter quand même. Les touristes, toujours, pour nous, ce sont des pays exotiques un peu pour les Ouzbeks, les pays où viennent des touristes. On veut se contacter, malgré la barrière de la langue, parce qu'on ne parle pas beaucoup l'anglais. On parle un petit peu russe dans les grandes villes. L'anglais, ça commence. Et les gens essayent de discuter, venir, et ils sont toujours souriants, ils sont toujours d'accord pour faire des photos. Ça, c'est la qualité plus importante du peuple qui est toujours apprécié par les touristes. Comment venir en Ouzbékistan? Voilà, on vous propose il y a plusieurs vols avec les compagnies aériennes russes, mais actuellement, pour venir depuis l'Europe, c'est deux compagnies plus favorables. Donc, le premier, c'est Uzbekistan Airways. Uzbekistan Airways a des vols directs Paris-Tashkent, Tashkent-Paris. Samedi matin, donc vendredi soir, il part de Charles de Gaulle de Paris, il vient à Tashkent. Donc le samedi matin, pendant la haute saison, donc avril, mai, septembre, octobre, avant Covid, cet avion descendait à Urgench, extrême, l'ouest du pays, ici, donc à côté de Kiva. C'était plus favorable, ce vol-là, pour commencer le circuit et finir depuis Tashkent avec
même compagnie. Ça, c'était très bien. Mais à présent, on organise, euh, mais il est quand même beaucoup plus moins qu'avant Covid, mais ça va se rétablir, bien sûr. Euh, donc, 2 vols hebdomadaires. Et le deuxième vol, c'est mardi soir, il part de Charles de Gaulle et il vient à Tashkent mercredi matin. Ça aussi, pas mal, les vols directs. Après, c'est Turkish. Turkish Airlines, il y a plusieurs vols quotidiens qui lient Istanbul avec Tashkent. Et maintenant, il y a d'autres vols qui lient d'autres villes de l'Ouzbékistan. Une vol hebdomadaire qui lie Ourganch avec Istanbul, vendredi matin, un vol depuis Samarkand, Istanbul, Istanbul-Samarkand, Samarkand-Istanbul, et puis de la vallée de Fergana aussi. Nous avons Fergana, Istanbul-Fergana, Fergana-Istanbul, et de Bukhara aussi, on a instauré des vols directs entre Istanbul et Bukhara. Donc, comme vous voyez, Turkish Airlines, c'est plus pratique parce que depuis chez vous, même c'est de la Suisse ou bien de la France, de la Belgique, il y a toujours des vols quotidiens sur Istanbul. Donc, on peut, n'importe quel jour, on peut organiser donc le vol pour venir en Ouzbékistan. Donc, ça, c'est comment se rendre en Ouzbékistan. Donc, le train, c'est un transport important pour visiter le pays. Nous avons plusieurs types de trains. Plus moderne, ça c'est le TGV, Talgo, qui lie Tashkent jusqu'à Bukhara. Train rapide pour faire 560 km, 3 heures 35 minutes entre Tashkent et Samarkand, 2 heures 10 minutes de trajet pour à peu près 300 km. Le plus rapide train, c'est celui-ci, très efficace, très moderne. Bientôt, ce train va jusqu'à Khiva en 2024. Mais actuellement, on est en train d'électrifier la ligne entre Bukhara et Khiva. Bien sûr, bientôt, ce train on le verra à Khiva aussi. À part ça, donc, tous les autres villes sont liées avec des trains normaux comme ça. Donc, ce train, il y a plusieurs catégories. Train couchette ou bien train siège, un train de nuit ou bien train de la journée. Donc, on fait des trajets. On utilise très souvent le train pour faire des trajets. C'est rapide, c'est confortable. C'est apprécié par les touristes. Qualité, service, pas mal. Transport terrestre, donc nous avons notre agence a aussi des bus comme ça. Nous avons une bus comme ça, minibus et les sédans, les voitures sédans. Et les sources que nous proposons comme le transport, selon le nombre des clients, on peut mettre des minibus ou bien les voitures, les sédans ou bien des bus. Voilà, ce sont sur les transports. Donc, je passe plus vite parce qu'il nous reste très peu de temps. Les hôtels, on a plusieurs catégories d'hôtels. Ce sont des hôtels étoilés. Ici, c'est Ayad Regency, on peut voir. Dans les villes, à Khiva, c'est un peu difficile de trouver des hôtels étoilés. Un peu compliqué, l'hôtellerie est moins développée, mais à partir de Bukhara, Samarkand, Tashkent, dans la vallée de Fergana, on peut trouver les hôtels catégorie 4 étoiles. À Tashkent, 5 étoiles aussi existent. Il y a beaucoup d'hôtels de charme que nous proposons et puis sont appréciés par nos clients. Donc, les hôtels de charme, ils sont très bien décorés, les chambres au style traditionnel. Ici, plusieurs hôtels sont présentés. Donc, ça, c'est une chambre avec décoration de peinture, les murs, toilettes, douche, bien sûr, dedans. Ça, c'est la cour. Ça, c'est salle à manger de notre hôtel de charme. Ça, c'est à Bukhara. Ça, c'est Khiva. C'est une ancienne madrasa, école coranique devenue hôtel, qui est aussi pas mal. Nous avons hôtel B&B aussi, selon la catégorie des clients s'ils demandent et on peut proposer
proposer des hôtels B&B, petits hôtels, une maison où la famille habite et puis quelques chambres, ils logent des clients. Donc, les chambres sont plus simples mais propres. Donc, ça dépend. Il y a peut-être douche-toilette dedans, des fois, douche-toilette commun aussi possible. Un petit déjeuner aussi très simple dans le restaurant comme ça, et dans les hôtels comme ça, vous pouvez donc voir. Donc, les restaurants. Donc là, vous pouvez voir un restaurant, célèbre restaurant Samarkand qui est présent ici. Table servie. Donc là, un plat, fameux plat palav que vous pouvez voir ici. Les Ouzbeks mangent beaucoup de viande, un peu gras, mais la cuisine ouzbek, pas piquant, d'habitude pas piquant, légèrement épicé, mais très bon. Il y a plusieurs variétés de plats. Il y a des plats qu'on organise uniquement dans certaines régions. Il y a des plats qu'on fait un peu, on peut goûter un peu partout. Nous, en essayant de faire le mieux possible de faire manger à nos clients locaux et des fois, pour changer, on fait des repas un peu européens aussi, des fois, pour que ça ne soit pas toujours la même chose. Ici, sur la photo, ce qui est à gauche, vous pouvez voir, c'est une table de fête ouzbek, une table pour les mariages. On sert une table comme ça, juste une photo pour vous montrer ce que mangent les Ouzbeks. Et donc, notre peuple, ils sont un grand gourmand, on peut dire. Ils mangent pas mal. Quantité de repas, de plats, c'est important. C'est beaucoup. Euh, euh, la viande, toujours. Mais on peut trouver des plats végétariens s'il il y a des clients végétariens. Ça aussi, on peut organiser. Donc, nous avons donc nos contacts ici. Ça, c'est Noureddin Markamboyev. Il est responsable de l'agence. C'est lui qui est fondateur. Et il est responsable du groupe. Ses contacts, vous pouvez voir si jamais ça vous intéresse, vous pouvez le contacter. Ça, c'est donc moi. Je suis chef de produit et en même temps que spécialiste des circuits sur mesure. Et nous avons un troisième collègue, voilà, Hassan, il est spécialiste plutôt des randonnées, des circuits randonnées. Voilà. Donc, on est tous francophones et notre agence est spécialisée pour le marché francophone. On est 100% francophone. Rendez-vous à Paris. Nous, on va à Paris pour le salon Topresa. Voilà, ça, c'est notre numéro de notre stand. On sera sur le stand de l'Ouzbékistan. C'est Office de tourisme organise. Et nous avons notre place sur ce stand, donc entre 20 et 22 septembre. N'hésitez pas de venir nous voir. On sera toujours enchanté de vous accueillir sur notre stand. C'est moi qui serai là-bas aussi. Et je pars déjà le 16 à partir de d'ici jusqu'à 26 septembre. Je reste à Paris. Si jamais on peut organiser des rendez-vous. Si jamais vous n'êtes pas disponible au temps présent au salon, mais après, on peut organiser un rendez-vous si ça vous intéresse. Donc voilà, je finis ma présentation. Merci beaucoup pour votre attention. Je passe la parole pour Martin, s'il y a des questions. Merci Ayot. Merci pour ce gros effort de présentation très, très, très complète. Merci infiniment. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions. Raphaël de la Perle Noire te félicite aussi pour ta présentation. Merci Raphaël. Les Donc questions, n'hésitez pas, si vous avez des questions, ouais, vous pouvez ouvrir votre micro directement pour la poser directement à Ayot. il y a, Ou si vous êtes timide, vous pouvez l'écrire dans le chat. très souvent, on pose des questions pour, pour s'habiller comme ça chez nous. On voit quand même Ouzbékistan, le Pays-Istan, et on voit que le peuple, c'est majorité musulman, plus de 95% musulmans, mais c'est un pays laïque. Pour s'habiller, on peut s'habiller comme on veut, des shorts, donc des jupes sans problème. Mais quand on visite un lieu saint sacré, il faut toujours respecter le lieu
Euh, Là, on conseille toujours de prendre des foulards, par exemple, avec pour se couvrir quand on visite la mosquée, des fois deux, si on a des vêtements, par exemple, très courts. Ça peut servir comme une jupe quand on rentre dans une mosquée, mais après, on peut enlever tranquille dans la rue, en short, on peut se balader. Et encore d'autres questions sur la sécurité. Les gens demandent est-ce qu'on peut sortir tout seul les soirs sans problème. On peut sortir tout seul. Il n'y a aucun souci. Encore des questions. Pour nous, c'est un peu drôle, mais bon, on pose aussi des questions. Est-ce qu'il y a polygamie en Ouzbékistan? On est un pays laïque et c'est très souvent on pose la question. Donc, polygamie, c'est interdit chez nous. Euh, une seule femme, voilà. Bon, si vous avez des questions, s'il vous plaît, Ouais, n'hésitez pas. n'hésitez pas. Hop. En tout cas, en attendant, donc si vous auriez des questions par la suite, évidemment, vous aurez le mail de Ayot et de l'agence pour poser toutes vos questions plus tard. Et comme vous l'avez vu, Silk Road Explorers seront à Top Reza, donc vous pourrez aussi venir les rencontrer directement à leur stand pendant le salon. Voilà. Encore un merci de Stéphanie pour cette belle présentation. Vraiment, effectivement, je suis d'accord. C'était une belle présentation, vraiment bien préparée et bien complète. Et pour un pays qui n'est pas forcément connu de tous, ça donne très envie. Merci. Merci pour votre attention. Oui, on est toujours ouvert, on est toujours disponible pour les questions. Après, vous pouvez nous envoyer par mail ou bien si replay sera sur YouTube, vous pouvez y trouver à la fin de nos contacts, si jamais direct. Les contacts avec WhatsApp, vous pouvez écrire sur WhatsApp ou bien par mail sans problème. Ok, et ben j'enverrai à tout le monde, à tous les inscrits au webinaire, le replay, tous les contacts, mail, WhatsApp, et je rappellerai dans le mail, je mettrai ton visuel pour le stand à Top Reza également. Merci. Que ce soit très complet. Et ben merci encore Ayot. Merci à vous. Merci pour les organisateurs. Merci pour Martin, Thomas et pour tous les participants pour votre patience et pour votre attention. Merci beaucoup. On vous invite tous à venir chez nous. Vous serez toujours bienvenus. Bon, j'espère à très bientôt par mail ou par message ou au rendez-vous au salon à Paris. Merci Ayot.